Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur l'actualité et pour vous parler d'une recherche, d'une étude scientifique qui semble contredire toutes les études précédentes wokistes sur le rôle des femmes dans la chasse au gros gibier à la préhistoire, donc au paléolithique. Donc évidemment, pour qui a un peu expérimenté l'existence, la vie, il est évident que on ne peut pas avoir une vie de mère avec en même temps une vie de chasseuse de gros gibier, puisque pour qui connaît un peu la vie de famille, qui a observé autour de lui les femmes, les familles, on sait très bien que porter un enfant 9 mois, l'allaiter, alors maintenant il y a des laits en poudre, mais à l'époque on allaitait plus longtemps, on allaitait jusqu'à plus de 3 ans, même des fois plus, les petits en fonction des zones, puisqu'il y a des chasseurs-cueilleurs préhistoriques au nord et au sud qui ne vivent pas dans le même biotope. Donc on sait très bien qu'il est très difficile de partir à la chasse au gros gibier, c'est logique, et en même temps allaiter et porter un petit, et même si on aurait voulu laisser ce petit à une grand-mère qui s'en occupait, pendant les 3 premières années et pendant qu'on porte le petit, il aurait quand même fallu l'allaiter. Mamie, elle pouvait pas, elle peut aider les mères, elle peut après cuisiner, préparer à manger, aider les mamans qui ont plusieurs enfants, mais elle ne peut pas allaiter. Il faut savoir qu'à l'époque, la vie était quand même dangereuse, et il y avait des bactéries, il y avait des maladies, il n'y avait pas la médecine qu'on a actuellement, les conditions étaient plus rudes, et il était fréquent de voir des enfants mourir. Donc la vie des femmes passait à porter des petits, les allaiter, porter des petits, les allaiter, les nourrir, avec l'aide bien sûr des sœurs, des mamies, mais c'était une vie complète de femmes qui passait justement dans leur rôle de maman, et qu'elles ne pouvaient pas être chasseuses. On ne dit pas qu'elles ne peuvent pas être chasseuses physiquement, on dit que le temps qui leur restait ne leur permettait pas de briller dans cette activité, surtout que la chasse demande en général des qualités musculaires que les femmes n'ont pas forcément. Les femmes sont beaucoup plus endurantes que les hommes en général, beaucoup plus résistantes aux privations, mais elles ne sont pas musculaires. Aller à la chasse à un gros gibier qui demande parfois des efforts intenses n'est pas spécialement le rôle des femmes. Alors elles sont pas très musculaires, pas parce qu'elles sont inférieures et qu'elles ont été pas assez alimentées, parce que les hommes leur prenaient la nourriture. Non, ce sont tout simplement des raisons d'économie, puisque des femmes trop musculaires consommeraient trop d'énergie et n'auraient plus assez de nourriture sur elles-mêmes, elles portent leur réserve alimentaire sur elles pour nourrir les petits, puisqu'elles nourrissent elles-mêmes avec leur propre réserve alimentaire les petits pendant qu'elles les allaitent. Donc elles ont intérêt à être économiques, ne pas consommer trop d'énergie pour avoir assez de réserves énergétiques sur elles, et pouvoir à ce moment-là nourrir leurs petits sur leur propre réserve. C'est tout simplement pour ça. On ne va pas s'amuser à mettre un gros moteur sur quelque chose qui doit redistribuer son énergie. Donc c'est les hommes qui ont un gros moteur et qui, eux, vont utiliser ce gros moteur musculaire pour aller chercher la nourriture. Donc c'est complètement débile déjà toutes ces théories wokistes. Ce qui est très triste, c'est que ça se soit diffusé partout et que des millions d'individus y aient cru. Malheureusement, il faut être con pour y croire, pas avoir expérimenté la vie, pas avoir observé. Dans la vie, il y a ce qu'on dit et ce que tu observes. Si ce que tu observes ne correspond pas forcément à ce qu'on te dit, il faut quand même aller vérifier, tu vois. Donc il y a un petit problème au niveau scientifique, avec bien sûr tout un lot de paléontologues et d'anthropologues qui ont surfé sur la vague du wokisme pour essayer de passer à la télévision et contenter les femmes et les féministes en les orientant non pas vers la vérité, mais vers ce qu'elles voulaient entendre, ce qui est ridicule. Et là, nous avons pour la première fois, en tout cas, une étude qui vient contrebalancer un peu toutes les tendances ridicules actuelles
qui, bien sûr, vont s'effondrer, puisque on imagine bien que c'est illogique. On ne peut pas être, pour une question de temps, au four et au moulin en même temps, ou en train de porter et d'allaiter bébé, et à la chasse au gros gibier. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas chasser du gros gibier, mais c'est une question de temps. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps dans deux endroits différents. De plus, aller avec un petit à la chasse, ça serait l'exposer aussi aux dangers de la nature, aux prédateurs, aux pathogènes multiples. Donc c'est un peu ridicule. Donc c'est comme si c'était c'est une stupidité. Donc je vais vous lire un peu l'étude. Vous allez voir, c'est bien, ça fait plaisir de voir des fois des scientifiques qui osent, en fin de compte, aller contre les tendances politiques et sociales du moment, sans avoir peur de se faire lapider par la bien-pensance du moment. La bien-pensance, même cette bien-pensance, est bâtie sur un mensonge et sur des choses illogiques. Alors, je vais vous lire ce petit article. Alors, moi, je l'ai sorti de Science Post, mais c'est une étude scientifique que vous pouvez lire en anglais si vous voulez. Je mettrai peut-être des références, mais c'est pas une grande étude scientifique, on va dire. Pour comprendre ça, c'est comme s'il y avait des études sur l'eau qui mouille, ou sur nous avons prouvé que c'était pas les femmes qui effectuaient des raids vikings. Oui, on est encore dans ce délire-là actuellement. Les femmes sont des vikings, sont des guerrières qui allaient faire des raids, et donc voilà, c'est à la mode. Ça c'est fait pour faire plaisir aux femmes, et bien sûr, les femmes sont commercialement quelque chose d'important, puisqu'elles représentent en moyenne un peu plus de 50% de la population, un peu plus. Donc c'est toujours important d'aller dans le sens de ce que veulent entendre les femmes influencées par une propagande wokiste et féministe stupide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être féministe, mais le féminisme, ce n'est pas de la débilité. Le féminisme, c'est le droit des femmes, et pas leur raconter des conneries. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et la possibilité des femmes de choisir leur vie et de ne pas être soumises à l'homme. Heureusement, ce qu'elles ne sont plus dans notre société moderne. Alors si elles ont été soumises parfois pour certaines raisons que j'ai déjà expliquées, c'était tout simplement parce que les hommes géraient l'outil de travail, donc l'apport calorique, donc c'était eux qui étaient dans ce domaine-là et qui géraient ou le cordon de la bourse ou la gestion territoriale, la gestion calorique. Donc quand on est sur le terrain calorique, en général, ce terrain calorique, énergétique, nourrit, l'outil de travail nourrit l'homme, la femme et toute la communauté. Donc c'est celui qui connaît le terrain qui va gérer la vie, on va dire, la vie énergétique. Voilà. Mais maintenant c'est bien terminé, les femmes peuvent faire moins d'enfants puisqu'il y en a moins qui meurent, donc il n'y a plus de problème, vive le féminisme, mais il faut lutter contre l'obscurantisme qui vient salir le féminisme en rentrant dans la tête des femmes et des hommes des stupidités. Alors là, on a une très bonne petite étude. Alors, petite étude, je vais vous lire ce qui est dit dans Science Post. Alors, la présence des femmes à la chasse a été surestimée. En 2023, une étude audacieuse avait suscité un débat animé en remettant en question les rôles traditionnels des genres dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cette étude avançait, en effet, l'idée que les femmes participaient activement à la chasse, défiant ainsi les perceptions établies selon lesquelles cette activité était exclusivement réservée aux hommes, en plus de leur rôle de cueillette de baies et d'autres ressources végétales. Cependant, de nouvelles recherches jettent maintenant le doute sur cette affirmation et soulignent des lacunes méthodologiques qui pourraient avoir amplifié les conclusions de cette étude initiale. Non mais c'est un peu logique quand même. Et puis d'ailleurs, on ne connaît aucune société moderne, il y en a plus tellement, mais de chasseurs-cueilleurs ou de demi-chasseurs-cueilleurs, où les femmes partiraient à la chasse au gros gibier avec les hommes. Non, on voit bien que les femmes s'occupent des petits, des bébés, de la maison, des habits, et les hommes vont chercher la nourriture. Alors il y en a très peu maintenant, puisque on peut avoir de la nourriture qui arrive par avion,
Et les chasseurs-cueilleurs sont souvent maintenant des attractions touristiques pour des touristes qui viendraient payer. Voilà, les chasseurs-cueilleurs maintenant, ils ont des shorts Adidas, des tongs Nike et une antenne satellite et des fois un téléphone avec Internet. Voilà, alors on va continuer. Hommes et femmes, des rôles bien définis. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la division traditionnelle du travail selon les sexes reflète souvent les différences biologiques et les rôles sociaux attribués aux hommes et aux femmes. Cette division est généralement considérée comme un caractère fondamental de la subsistance humaine façonnée par des milliers d'années d'évolution culturelle. Les hommes sont traditionnellement associés à la chasse de gros gibier en raison de leur force physique et de leurs compétences de chasse. Dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs anciennes, la chasse de gros gibier, comme les mammouths, les bisons et les cerfs, était une activité centrale pour assurer la subsistance du groupe. Les hommes utilisaient alors leurs compétences pour traquer, piéger et chasser ces animaux, fournissant ainsi une source vitale de protéines et de matières premières pour la communauté. Les femmes, quant à elles, traditionnellement responsables de la collecte d'aliments végétaux, de la cueillette des fruits, de racines, de graines et d'autres ressources. Cette activité était souvent effectuée à proximité du campement, ce qui leur permettait de s'occuper des enfants tout en contribuant à la subsistance du groupe. La cueillette des aliments végétaux fournissait également une source importante de nutriments, de fibres, de vitamines, complétant ainsi le régime alimentaire basé sur la viande fournie par la chasse des hommes. Alors petite, c'est pas la viande en elle-même qui est utile, c'est souvent les acides gras essentiels contenus dans la viande et la moelle qu'il y a dedans, puisque on se dégrade peu au niveau protéines, au niveau du corps humain. On a besoin d'acides aminés, on a besoin de reconstituer les fibres musculaires, mais vraiment l'apport fondamental de la ressource animale, c'est le gras. C'est essentiellement le gras. Le gras, c'est la vie. Voilà. Et ça permet d'avoir... c'est ça qui est un avantage. La viande aussi et le collagène, bien sûr c'est une forme de protéine d'ailleurs, pour les tissus de maintien. Mais le muscle en lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Cette division du travail selon les sexes était étroitement liée aux normes culturelles et aux attentes sociales de chaque société de chasseurs-cueilleurs. Bien que les rôles aient pu varier en fonction du contexte culturel et écologique, cette division générale du travail aurait ainsi perduré pendant des millénaires et joué un rôle crucial dans l'adaptation et la survie de l'humanité dans des environnements souvent difficiles et imprévisibles. Oui, le partage des tâches, c'est ce qu'il y a de mieux, entre hommes et femmes, mais aussi entre humains, bien sûr. Une nouvelle perception. En 2023, une étude avait remis en question cette perception établie en affirmant que les femmes participent elles aussi activement à la chasse dans un grand nombre de sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes. L'étude en question avait examiné des données ethnographiques pour évaluer la fréquence et l'importance de la chasse des femmes dans ces sociétés. Le résultat avait surpris. De nombreux chercheurs avaient surpris de nombreux chercheurs et soulignaient que la chasse des femmes était présente dans 79% des sociétés étudiées et qu'elle concernait même le gros gibier dans 33% de ces sociétés. Ces conclusions largement diffusées dans les médias avaient eu un impact significatif sur la perception traditionnelle des rôles de genre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cependant, une analyse récente de ces travaux révèle plusieurs lacunes méthodologiques qui remettent en question la fiabilité de ces conclusions. On rigole, Il y a encore des doutes, bien sûr, on y croit. Premièrement, la méthode de sélection des sociétés étudiées semble biaisée, car elle n'est pas clairement justifiée. Plus précisément, les chercheurs ont choisi 391 sociétés de chasseurs-cueilleurs dans la base de données ethnographiques des PLES, mais les critères exacts de sélection de ces sociétés n'ont pas été spécifiés. De plus, il semble avoir exclu certaines sociétés sans explication claire, ce qui soulève des questions sur la représentativité de leur échantillon. Or, ces exclusions pourraient potentiellement biaiser les recherches de l'étude en surestimant la fréquence de la chasse chez les femmes. Le système de codage des données des chercheurs manque également de nuances. Ils ont en effet codé la présence ou l'absence de chasse de femmes de manière binaire, sans tenir compte de la fréquence ou de l'importance relative de cette activité dans chaque société étudiée. C'est-à-dire par exemple, une société où les femmes chassent occasionnellement pourrait être codée de la même manière qu'une société où les femmes où des femmes chassent, où la femme qui chasse est une activité régulière et importante. Il suffit d'aller une fois à la chasse avec son mari, t'es une chasseuse, c'est bon. Or, cette approche simpliste ne permet pas de saisir la variabilité des rôles de genre
dans différentes sociétés de chasseurs-cueilleurs. Enfin, le manque de transparence méthodologique de l'étude rend difficile la reproductibilité de leurs résultats. En conclusion, bien que cette étude de 2023 ait cherché à remettre en question les stéréotypes de genre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, une analyse critique révèle des failles méthodologiques importantes qui remettent en question la fiabilité des conclusions avancées. Une approche plus rigoureuse et transparente sera donc nécessaire pour éclairer véritablement la compréhension des rôles de genre dans ces sociétés anciennes et diverses. En attendant, si les femmes chassaient effectivement parfois, la division du travail selon les sexes reste encore bien réelle. Voilà, bon, c'est une étude pour te prouver que l'eau mouille, donc que le mouille et que le feu brûle. Voilà, donc c'est un peu ridicule tout ça. Et c'est un peu triste d'être obligé de faire des études, alors qu'en face de toi, tu t'aperçois bien qu'on ne peut pas être au four et au moulin en même temps, et qu'on ne peut pas être une femme portant un petit l'allaitant et en même temps chasser du gros gibier, ce qui est un peu logique. Il y a comme une espèce de bêtise ambiante dans le monde occidental et même dans le monde scientifique qui refuse de voir la réalité pour éviter de s'attirer les foudres, comme on dit, c'est ça, des féministes et des bien-pensants wokistes du système moderne, ce qui est ridicule. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Puis moi-même qui ai fréquenté des chasseurs-cueilleurs, je peux vous dire que les chasseurs-cueilleurs que j'ai fréquentés, eux m'invitaient à venir chasser avec eux et qu'en aucun cas ils allaient chasser avec leurs femmes. Et la seule chose qu'ils me proposaient, c'est « viens avec nous ». C'était des Indiens d'Amazonie, c'était très sympa, de sacrés buveurs d'alcool. J'avais rencontré en discothèque, et comme je connaissais bien la région où ils étaient, ils m'avaient invité, ils m'avaient dit « on te donnera des femmes ». J'aime bien la raconter, cette histoire, c'était un des représentants des peuples premiers. On a des bières, on a des blocs électrogènes, on a des antennes satellites, on passe notre vie à chasser. Ils ne nous ont pas dit on passe notre vie, ils ne disaient pas on passe notre vie à chasser. Avec les femmes, on passe notre vie à chasser, et si tu veux, on te donnera des femmes, montrant bien que la femme était considérée comme, en fin de compte, comme tous les chasseurs-cueilleurs, comme celle qui donne la vie, et moi qui étais sympa, j'étais inconsciemment considéré, par ma jeunesse, mon côté gaillard, sympathique, comme un reproducteur potentiel permettant de diversifier l'apport génétique dans le groupe d'Indiens, d'Amérindiens, d'Amazonie que j'avais rencontrés en discothèque et avec lesquels on te fait grave. Bon, c'était le représentant des peuples premiers à l'UNESCO à l'époque, un mec très sympa et pas du tout un type endimanché avec un costume cravate, un vrai homme avec un coup de taureau, sacrément costaud. Tous les habitants de forêt ne sont pas petits, contrairement à ce qu'on dit. Ça dépend où. En Amérique du Sud, ils ne le sont pas, pour des raisons que j'ai expliquées dans une vidéo. Peu de pathogènes, peu de pathogènes et beaucoup d'aliments carnés, beaucoup de nourriture. Voilà, c'est très lié. Donc voilà, petite vidéo pour te parler un peu du wokisme et de ses dérives, et pour te montrer que, heureusement, maintenant, il y a des études pour t'expliquer que les femmes n'étaient pas des chasseuses de gros gibier. On s'en doutait, bien sûr, qui est logique, le comprend. On dira, c'est pas la science c'est les études. Non, la science, c'est aussi regarder le monde. Si tu veux faire des études pour l'eau qui mouille ou le feu qui brûle, t'es un débile, c'est tout. Voilà, donc on s'en doute, quand vous aurez des petits et quand vous regarderez la mère de vos enfants, vous verrez que pendant qu'elle allaite et pendant qu'elle porte, elle est incapable, la plupart du temps, d'aller chasser du gros gibier. Même s'il n'y a plus de gros gibier, elle en sera particulièrement incapable. Et puis, je peux te dire qu'à l'époque, c'était pas un enfant qu'on faisait, ou deux, c'était 3, 4 ou 5, parce qu'il en mourait à peu près la moitié. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, et n'écoutez pas toutes les conneries, et puis on attend l'étude sur non, les raids vikings n'étaient pas pratiqués par des guerrières. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.